OK, sur là, je me promenais sur Printables l'autre jour, le nouveau site internet de partage de fichiers 3D de Prusa, puis j'ai remarqué un petit onglet dans le top du site internet qui nous demande si on faisait la MK4, qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Puis là, j'ai une petite boule, des petites palpitations, j'ai une petite boule d'excitation dans le chest parce que j'ai une petite liste de choses que j'aimerais avoir sur la Prusa MK4. Pas que la Prusa MK3 est mauvaise, là. La Prusa MK3, je l'adore, mais il y a des petites choses qu'on pourrait rajouter, je pense bien. Donc, pour commencer, on peut-tu faire un design qui a moins de vibrations? Genre, je sais pas comment, là, je sais pas si on fait un design avec des straps qui tiennent contre la gravité, je sais pas comment que ça fonctionnerait, mais on peut-tu réduire un peu le niveau de vibration? Parce que là, c'était pas tant un problème quand j'habitais chez mes parents dans le sous-sol, le niveau de vibration, on s'en rendait pas tant compte. Mais maintenant que j'habite en appartement, ça crée des légers problèmes. Ce matin, j'ai voulu démarrer une impression sur ma Prusa, justement, ce matin à 6h30. Puis j'ai starté ça. Puis là, quand ça a commencé à faire son nivellement, ça fait... Mais là, c'était sur un bureau en bois qui était collé au mur, directement le mur de mon voisin. Donc, j'ai paniqué. J'ai pris l'imprimante, je l'ai levée dans les airs. Puis là, bien évidemment, l'imprimante des airs, elle avait plus rien pour transmettre sa vibration. Donc, ça faisait pas de bruit. Mais là, j'étais pas pour passer 10 heures de temps avec l'imprimante comme ça durant tout le temps de l'impression. Donc là, j'ai essayé de trouver des solutions. J'ai fini par mettre l'imprimante à terre. Là, ça faisait moins de bruit. Mais là, le problème, c'est que c'est mes voisins d'en bas qui vont avoir la vibration. C'est pas tant mieux. J'ai fini par mettre l'imprimante dans un placard sur un étagère en plastique. Donc là, c'est bien parce que je peux fermer les portes du placard. Ça fait moins de bruit. Tout le monde est content. Le seul petit problème, c'est il y a encore un problème de vibration. J'aimerais ça, tu sais, il y a sûrement une façon de faire un design qui vibre moins. Je sais pas comment le faire, ok? Je suis pas un ingénieur chez Prusa qui va me casser la tête à faire ça, mais si on peut faire un changement, si on peut faire seulement un changement sur cette imprimante-là, j'aimerais ça qu'on puisse la faire moins bruyante. Dans la même ordre d'idée, est-ce qu'on pourrait avoir une carte mère 32 bits, s'il vous plaît? On est en 2023, encore une carte mère 8 bits. Écoute, ça fonctionne bien, je dis pas que ça fonctionne pas bien, mais ce serait le fun d'avoir un petit peu plus de puissance, un petit peu plus de chevaux en dessous du capot. Parlant de chevaux en dessous du capot, on pourrait-tu mettre Clipper là-dessus? Là, je veux bien Marlin, c'est une belle affaire, mais là, on a accès à Clipper. Ils sont déjà en train de le faire sur la Prusa Excel, donc pourquoi pas le faire sur la Prusa MK4? Hein? Mettre Clipper, une belle écran tactile avec le beau preview de G-Code. On peut voir nos G-Codes sur l'écran tactile avant même de les imprimer. On peut les contrôler à distance sur une interface web. On peut faire du input shaper. Toutes ces belles choses-là qui viennent avec les technologies, à la fine pointe de la technologie. T'sais, juste de l'amener up-to-date. Je ne demande pas grand-chose. Juste de l'amener au standard du jour, ça serait déjà un gros pas vers l'avant. Bon, là où ce que je commence à être un peu delusional, c'est dans la prochaine, j'aimerais, si on pouvait avoir un sensor LiDAR qui peut venir calculer la largeur des beads de plastique qui sont extrudés pour venir calibrer l'extrudeur automatiquement comme les Bamboo Labs. Ce serait super cool. Dans la même ordre d'idée, si on pouvait mettre une caméra reliée à une intelligence artificielle qui regarde si notre print est en train de se décoller pour nous envoyer une notification pour arrêter les fails avant même que ça l'arrive, ça serait complètement incroyable. Mais là, je pense pas qu'ils vont aller jusqu'à ce point-là, mais ça serait vraiment cool. Okay? On parle pour parler, c'est des spéculations. Okay? Si dans le monde parfait où ce qu'on aurait une MK4, ça serait qu'est-ce que je voudrais. Mais pour être honnête avec vous, qu'est-ce que je voudrais plus qu'une MK4? C'est de recevoir ma crise de Prusa Excel. Voyons non, ça fait 6 mois qu'ils délayent la Prusa Excel. À chaque mois, ils disent ça va être le mois prochain, le mois prochain, le mois prochain. On n'entend plus parler. Puis là, ils sont déjà en train de parler d'une Prusa MK4. Genre, honnêtement, je m'en sers que la Prusa MK4. Les MK3 sont déjà bonnes. OK, partez-vous pas un nouveau projet. Finissez le projet que vous avez en ce moment. On parlera de la MK4 dans une couple d'années. Mais là, je veux des Prusa Excel. Je veux des systèmes ASL. Je veux leur système de multi-imprimantes qu'ils montent à toute leur show, mais qu'il n'y a jamais d'update. Pourquoi est-ce qu'on parle de fucking Prusa MK4 quand la Prusa Excel est même pas en production? Bon, j'imagine qu'elle doit être en production puis qu'on va bientôt en entendre parler, mais quand même, hein, j'ai mis ma précommande, une des premières précommandes, je serais supposé être un des premiers à l'avoir, puis je ne l'ai pas encore sous les mains. Ça me rend très fâché. Je sais, cry me a fucking river. Les nouveaux tree support de Cura qu'on avait parlé la semaine passée, je les ai essayés. D'ailleurs, on a eu aussi le droit de downloader des G-codes, des organic support de Prusa dans la version de Prusa 2.6 qui n'est pas sortie encore. Donc,
j'ai analysé les deux, un à côté de l'autre, dans le prochain vlog Patreon qui va sortir très bientôt pour tous ceux qui sont abonnés au Patreon, où ce que je teste les vlogs organiques de Cura versus les nouveaux tree support de Prusa. De Cura, excusez-moi. Donc Cura versus Prusa. Puis à date, honnêtement, les organic support de Prusa sont vraiment solides. C'est vraiment clean, c'est minimal, ça a de l'air d'être facile à enlever. Là. Puis là, je dis ça a de l'air parce que j'ai passé 1 heure à matin à essayer de faire fonctionner ça, puis il n'y a rien qui a fonctionné. Okay? Autant du côté de Cura que du côté de Prusa, tout finit par décoller. Mais écoute, j'ai fait un test de torture assez intense, puis au niveau de l'adhésion du plateau, c'était peut-être pas la meilleure situation qu'on pouvait avoir. Donc, c'est normal que ça décollait. Dans le fond, j'ai imprimé un Benchy, mais en 45 degrés dans les heures, comme ça. Fait que, tu sais, c'est normal que j'ai eu de la misère. Fait que je vais essayer peut-être d'autres tests qui sont peut-être plus faciles à imprimer au niveau de la première couche pour qu'on puisse voir, tu sais, moi, ce que je veux, c'est des supports qui s'impriment facilement, puis qui s'enlèvent facilement, puis qui laissent un minimum de traces. Tout ce que je demande. OK, j'en demande pas gros quand même. J'en demande quand même pas gros. Là. Je veux juste des supports qui sont faciles à imprimer, faciles à enlever, qui laissent pas beaucoup de traces, puis qui prennent pas trop de filaments si possible. Bon, OK, peut-être que j'en demande beaucoup, mais ça serait beau quand même là, d'avoir de quoi une solution de support qui fait un peu plus de sens que les supports qu'on a en ce moment. Ça fait un peu dur. J'essaie d'éviter le plus possible de mettre des supports sur mes trucs parce que ça fait tellement chier de programmer des supports, de gosser. Puis là, une fois que tout ça s'est imprimé, si ça l'a bien été, de venir les enlever après ça, c'est tout le temps chiant. Donc, j'essaie tout le temps d'éviter les supports le plus que possible, mais ça serait le fun d'avoir une solution qui marche assez bien quand tu n'as pas le choix de mettre des supports. La semaine passée, je vous avais demandé de me laisser vos questions en commentaire et oh boy qu'on a reçu des questions intéressantes. Donc, Éléphant qui a commenté « Quelle serait l'imprimante 3D que tu me conseilles? Pas trop petite et pas trop... » Puis la question finit là. Donc, j'imagine que tu veux une imprimante pas trop petite, pas trop grande. C'est un peu vague, tes critères, honnêtement. J'imagine que c'est pour une première imprimante. Dans les premières imprimantes, je recommande tout le temps d'aller pour une N23 V2 ou une N23 S1. Par contre, le volume d'impression est quand même un peu petit, mais honnêtement, 90% des choses que tu vas vouloir imprimer vont fitter là-dessus. Donc, c'est des imprimantes entre 3 et 500 $. Mais pourquoi je recommande la N23 au-dessus de n'importe quelle autre imprimante? C'est que c'est une imprimante qui a une communauté de gens qui ont des N23 qui est vraiment immense. Donc, si tu as un problème, c'est à peu près sûr que quelqu'un d'autre a déjà eu ce problème-là avant toi. Puis, ils sont quand même faciles à utiliser, faciles à calibrer, puis ils peuvent donner de la qualité de malade quand elles sont bien calibrées. Donc, la N23 V2 ou N23 S1. Je recommande fortement d'aller pour la S1, d'ailleurs. Elle est comme beaucoup plus facile à ajuster que la N23 V2. Mais si t'as pas le budget, je comprends ça totalement. On a DJ Money 76. Que penses-tu du Sonic Pad de Creality? Peut-on réellement contrôler deux imprimantes en même temps? Donc, avant de commencer, je tiens à dire que je n'ai pas testé le Sonic Pad personnellement. Par contre, Creality disent qu'on peut contrôler jusqu'à 4 imprimantes avec le Sonic Pad. Donc, ça serait assez scandaleux qu'on puisse pas connecter au moins 2 imprimantes dessus. Je crois bien. Maintenant, est-ce que c'est avantageux de payer le 200 quelques dollars pour mettre un Sonic Pad? Est-ce que ça ne vaudrait pas plus la peine de prendre cet argent-là puis d'acheter une autre imprimante complètement? Mais là, ça va dépendre de ta situation. Ce qui est plaisant avec le Sonic Pad, c'est que tu peux utiliser ton imprimante avec le système d'exploitation Klipper, qui est selon moi le système d'exploitation supérieur. Parce que, dans le fond, Klipper, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il va venir prendre tous les gros calculs que ton imprimante aurait besoin de faire, puis il vient les faire à sa place. Donc, ton imprimante, elle n'a plus besoin de faire ces gros calculs-là, puis elle a juste besoin de se faire dire quoi faire. Essentiellement, qu'est-ce que ça fait? C'est que ton imprimante va être plus smooth, puis elle va être aussi un peu plus précise. Donc, tu vas être capable d'aller un peu plus vite. Mais là, il faut faire attention avec ça. On va être capable de garder la même qualité de mouvement à des vitesses supérieures. Mais ça veut pas dire nécessairement qu'on peut imprimer plus vite. Parce qu'il faut pas oublier que la vitesse d'impression est directement limitée par le débit d'extrusion de ta tête d'impression. Donc, ta tête d'impression, elle peut juste faire fondre une certaine quantité de plastique à la fois. Donc, même si tu crains ça, que tu vas à pleine vitesse, ben, il y a un certain point, il y a une certaine vitesse où ta tête d'impression est plus capable de fournir. Donc oui, ton imprimante, elle va aller super vite, mais tu n'auras pas de plastique qui va sortir. Puis il y a comme 2 éléments à l'impression 3D. Il faut que tu bouges la tête d'impression, puis il faut que tu sortes du plastique en même temps. Fait que si tu es capable de bouger bien vite, mais tu es pas capable de sortir le plastique en même temps, mais tu as un petit problème. Donc si tu veux aller purement pour la vitesse, il y a d'autres upgrades qu'il faut que tu penses d'autres que Klipper. Donc, Klipper n'est pas la solution ultime. Par contre, de pouvoir utiliser ton imprimante avec une interface web, de pouvoir faire des choses comme Input Shaper, il y a plein d'affaires super positives, super cool avec Klipper. Mais si ton idée
c'est seulement « OK, je veux aller plus vite, je veux aller plus vite. » Tu te dis « Je vais acheter un Sonic Pad pour aller faire du 200 mm/s à 10 000 d'accélération. » Je te garantis tout de suite que ça n'arrivera pas, à moins que tu fasses des upgrades assez majeurs au niveau de ton système d'extrusion. Je pense que ma réponse, ça serait, si tu planifiais déjà mettre Clipper sur ton imprimante 3D, je pense que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple d'y aller avec le Sonic Pad que d'acheter un Raspberry Pi et de faire la configuration complète de Clipper. Je pense que c'est une superbe solution qui est en train de créer une révolution dans le monde de l'impression 3D, mais je pense pas que tout le monde devrait se jeter aux portes puis d'acheter des Sonic Pads pour aucune raison. Si tu sais pas que ça donne d'acheter un Sonic Pad, c'est probablement que t'as pas besoin de Sonic Pad. Zachary Vigneault, ton serveur Discord est-tu encore ouvert? Oui, il est ouvert. Le lien est dans la description, dans ma bio, peu importe. T'es encore quand même un peu actif. Il est beaucoup moins actif qu'il l'était, donc si vous voulez aller faire un tour, ce serait quand même cool. Viens ici pour rire a commenté une imprimante 500 par 500 par 500, pas plus de 1000 euros. Dans ce genre de format-là, il n'y a pas grand-chose de disponible au niveau du consommateur. Par contre, si tu vas aller dans le 400 par 400 par 500, tu vas avoir la Anycubic Cobra Max qui est autour de 1000 $, donc ça serait exactement dans ton budget. Puis honnêtement, 400 par 400 par 500, si tu arrives au bout de ce volume d'impression-là, c'est parce que tu imprimes des pièces qui sont grosses en sacrement. Si c'est ta première imprimante d'ailleurs, une imprimante de cette grosseur-là, comme première imprimante, tu vas t'arracher les cheveux. Je te le dis tout de suite. Parce que surtout la Anycubic Cobra, je pense, si je ne me trompe pas, elle n'a pas de système d'auto-nivellement. OK, non, mais je vois ici qu'elle a un système d'auto-nivellement, en fait. Fait que peut-être que c'est bon. En tout cas, moi, personnellement, j'ai jamais essayé la Cobra Max. Par contre, je connais des gens qui l'ont. Et puis c'est 400 par 400 par 450. Désolé, pas 500. Mais je connais des gens qui l'ont, qui sont vraiment très contents de l'avoir. Ça a l'air que c'est une imprimante de bonne qualité, qui peut aller chercher des pièces assez belles. Au niveau de la fiabilité, c'est plus ou moins. C'est sûr que ça reste une imprimante un peu chinoise, un peu bric-à-brac. C'est sûr que ça va avoir des drôles de problèmes qui vont venir avec. Mais là, on parle d'un budget qui va aller chercher un imprimante bric-à-brac. Surtout dans ces grosseurs-là, attends-toi pas à avoir de quoi de énorme qualité. Si tu es prêt à mettre un peu plus d'argent, je te conseille fortement d'aller regarder les imprimantes de G-Create. Donc, la G-Max 2, qui est une imprimante de superbe qualité avec des bonnes pièces, une bonne configuration, un système assez prouvé que les gens dans la communauté, généralement, les G-Max, c'est une imprimante qui a vraiment une très, très bonne réputation. Donc, si tu es prêt à mettre un peu plus d'argent, je te conseillerais peut-être d'aller pour un G-Max, pour du gros format. Mais encore une fois, plus que l'imprimante est grosse, puis plus que c'est difficile de la calibrer. Donc, si tu commences avec une imprimante de ce format-là, je te garantis, tu vas t'arracher les cheveux. Mais rendu là, c'est plus mon problème. Zach qui me demande, t'es-tu capable d'imprimer une figurine de MF Doom? Bon là, est-ce que je suis capable d'imprimer une figurine d'MF Doom? Oui. Est-ce que je vais imprimer une figurine d'MF Doom? Absolument pas. J'avais fait une vidéo aussi que j'avais dit que je mets au défi n'importe qui de m'amener son imprimante et que j'allais faire coller n'importe quelle première couche sur n'importe quel plateau. Et on a un dude qui nous a dit « Ah ouais, bête, j'apporte mon imprimante. » Donc, je sais pas, t'habites où, dude? Mais contacte-moi. Écoute, si t'habites dans le coin, c'est sûr que ça ferait une bonne vidéo. Ça ferait un bon segment pour le podcast. On a Dovemar qui demande « Salut, dans le domaine de l'impression 3D, combien ça coûte de louer tes services pour environ 4 heures? » Je suis pas sûr qu'est-ce que tu veux dire par louer mes services pendant 4 heures. Si tu veux dire 4 heures d'impression, si tu as un job de 4 heures d'impression à faire, ça ne m'intéressera pas au niveau financier. Je suis désolé, je suis rendu à un certain point où ce que les commandes que j'accepte, c'est juste des commandes qui sont à un certain niveau financier, parce que sinon, ça fait juste pas de sens de gaspiller mon temps sur ce genre de commandes-là. Des petites commandes là, de braquettes de radio à 30$ à Kevin. Là. Honnêtement, j'ai passé ce temps-là. J'ai plus le temps à perdre avec ce niaisage-là. Honnêtement, si tu n'as pas une commande au-dessus de 100$, il y a des bonnes chances que je vais te refuser. C'est pas parce que je veux pas t'aider. C'est juste parce qu'à un moment donné, je suis en train de développer des cours en ligne d'impression 3D. Faut que je scripte mon podcast, faut que je filme le podcast, faut que je monte le podcast, faut que je monte les clips, faut que je poste les clips du podcast. Au travers de tout ça, j'ai une vraie job en impression 3D où j'ai des tâches à pu finir. J'ai mes propres projets d'impression 3D, j'ai mes imprimantes à réparer, j'ai mon contenu exclusif pour mon Patreon. Fait que ta petite crise de braquette de radio, Kevin, fais l'affaire par quelqu'un d'autre. Là, on a un super beau commentaire de
Seinen 3D. Je voulais juste te dire merci car tu es celui qui a convaincu mes parents à acheter une imprimante 3D et tu as probablement changé ma vie. Premièrement, super bonne nouvelle. Yes sir, parents, Chris de bon move. Puis je sais que j'ai fait quelques vidéos pour convaincre les parents que c'est une bonne idée d'acheter une imprimante 3D. Et j'espère vraiment que c'est une de ces vidéos-là qui a réussi à les convaincre. Parce que honnêtement, puis là, si vous avez les moyens, bien évidemment, si vous voyez que votre enfant est moindrement créatif, qui aime ça construire des choses, qui aime ça réparer. Moi, je sais, à un moment donné, j'avais une radio, ma radio était brisée, puis j'avais demandé à mon père de me chercher des tournevis pour la réparer, j'avais démonté la radio. Tu sais, j'ai toujours eu cette étincelle-là de vouloir réparer, de vouloir créer, puis mes parents, ils ont toujours vu ça, puis ils m'ont toujours encouragé à aller là-dedans. Si on regarde aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Je suis extrêmement heureux dans ma vie de créateur, puis je fais ce que j'aime à tous les jours. Puis ça vient tout d'un point culminant, c'est quand mon père m'a acheté ma première imprimante 3D. Bon là, comme vous, probablement, mes parents n'étaient pas chauds à l'idée d'acheter une imprimante 3D. Ils n'étaient pas chauds à l'idée d'investir cet argent-là dans une machine qui ne comprenait pas exactement c'était quoi le but. Tu sais, la majorité du contenu qu'on voit sur Internet à propos de l'impression 3D, c'est des gens qui impriment des figurines ou des choses complètement inutiles. Puis on se dit, ah là, il va juste me remplir la maison de tracas avec plein d'affaires inutiles, puis nanana. La réalité, c'est que quand tu as une imprimante 3D, du moment que tu as une idée dans ta tête, tu peux l'avoir dans tes mains à une question d'heure. Puis ça, c'est littéralement un super pouvoir qui mérite d'être exploité au maximum. Du moment que j'ai commencé à incorporer l'impression 3D dans mes habitudes de vie, je suis vraiment devenu quelqu'un beaucoup plus créatif. J'ai vraiment été capable d'aller chercher le plein potentiel de mon cap créatif, il n'y avait plus aucun projet qui était irréaliste parce que je pouvais avoir littéralement n'importe quelle pièce. Si je l'avais dans ma tête, je pouvais l'avoir dans mes mains à une question d'heure. Je la dis souvent cette phrase-là, mais c'est littéralement un super pouvoir quand tu es quelqu'un de créatif. Si tu vois que ton enfant a des traits créatifs, il y a des traits réparateurs, mais c'est juste la meilleure affaire que tu peux faire d'y mettre une imprimante 3D entre les mains parce que tu vas juste lui laisser la chance d'aller chercher le plein potentiel de ce côté-là de lui-même. La chose là-dedans, c'est on a besoin en tant que société, puis là on rentre un peu deep, mais on a besoin en tant que société de makers puis de gens qui poussent l'innovation puis de gens qui créent puis qui développent parce que oui, on veut sauver le monde, okay, on veut donner de l'argent, on veut réduire l'émission de gaz à effet de serre, mais pour faire tout ça, il faut qu'on invente des nouvelles technologies, il faut qu'on continue d'innover. Puis on a souvent tendance à se dire oui, mais je peux pas faire une vraie différence, on se sent petit, on entend parler mettons de Thomas Edison ou les grands inventeurs, puis on se dit ben, je pourrais jamais être quelqu'un, Elon Musk, on se dit je pourrais jamais être quelqu'un d'aussi important que ça. Puis la réalité de la chose, c'est que derrière chaque Thomas Edison, derrière chaque Elon Musk, a des centaines de gens qui ont contribué au parcours de l'innovation qu'on n'entend pas parler. Puis on a besoin de tout le monde dans la chaîne de commande pour réussir à avancer puis à innover. Poussez votre enfant à aller atteindre leurs limites. Poussez votre enfant à briser leurs limites créatives et à aller pousser encore plus loin pour justement développer ce muscle-là de la création et de l'innovation. Pour continuer dans les questions, j'ai reçu une question sur Facebook. On me demande comment imprimer les lames d'un épée rétractable sans que ça se fusionne ensemble. Donc, il m'a envoyé une petite photo de son test print. Et ce que je vois, la première chose que je vois, c'est au niveau du seam, donc au niveau de la joncture de Z. Donc, à chaque couche, ton imprimante va commencer et arrêter à un endroit. Donc, ça on appelle ça la seam. On a la jonction de Z. Et c'est à cet endroit-là où on va avoir du stringing, donc des petits cheveux de plastique qui vont se créer. Donc, pour contrer le stringing, on va faire une rétraction. Donc, on va venir tirer le plastique avant de changer de couche, avant de faire le gap dans le vide. Et dans le fond, quand on a trop de stringing puis qu'on a des pièces qui fusionnent comme ça, c'est souvent parce que nos paramètres de rétraction sont mal ajustés. Donc, pour éliminer le stringing, je rappelle, on a la rétraction, température, refroidissement. Si tu imprimes en PLA, le refroidissement, c'est à 100% tout le temps. Donc, ça, on élimine ça. Donc, on a température et rétraction. Température, on fait une tour de température. On trouve la meilleure température pour notre filament. Il nous reste seulement la rétraction. La rétraction, une distance plus longue de rétraction va nous donner moins de stringing. Par contre, si on met une distance trop longue de rétraction, on va venir créer des blocages dans la tête d'impression. Donc, il faut faire attention, il faut trouver le sweet spot. Mais pour ce qui est des modèles comme les épées rétractables, le paramètre ultime qui va faire toute la différence, c'est le minimum travel after retraction. Donc, si tu veux mettre
mettre ça le plus petit possible, mais là à 0 si tu es capable ou 0.001. Donc ça, c'est la distance minimale que ta buse a à parcourir dans le vide pour que ça déclenche une rétraction. Tu n'as pas besoin de comprendre exactement ce que ça fait, mais fais juste le mettre au plus bas que tu es capable. Donc la clé du succès avec le stringing, température, rétraction, refroidissement. Donc, sur Discord, on a 308 boys qui nous demandent mon nivellement avec la feuille est parfait, mais ma première couche ne colle pas. Donc immédiatement, j'ai deux choses qui me viennent en tête. Premièrement, est-ce que ton plateau il est absolument propre? C'est absolument important d'avoir un plateau très très propre. Moi, je nettoie ça à l'alcool à friction, 99,9%. Mais deuxièmement, le truc de la feuille, c'est seulement un point de référence. C'est pas une valeur absolue. Chaque feuille de papier va être un peu différente. Puis les feuilles de papier, c'est un peu, ça se compresse un peu. Puis le feeling d'une imprimante à l'autre va être un peu différent. Fait, le truc de mettre la feuille de papier à chacun des coins, puis que ça soit beau partout, c'est vraiment juste un point de référence. Le vrai challenge, c'est quand ta première couche à l'imprime, tu regardes ta buse, tu regardes le plastique qui se fait déposer sur ton plateau, puis il faut que ce plastique-là, il se fasse écraser un petit peu. Faut que tu le vois se faire squisher un peu. Faut pas que ta buse elle soit rentrée dans le plateau, que tu vois pas de plastique qui sort, mais faut pas non plus que la buse soit tellement loin que ça vienne à peine se déposer sur le plateau. Puis c'est à force de regarder tes premières couches que tu vas comprendre, un moment donné, il y a un déclic. Il y a un déclic qui se fait, puis tu fais « Ah, ben oui, tu sais qu'est-ce qui va coller, tu sais qu'est-ce qui va pas coller. » Puis ça, c'est au travers de l'essai-erreur. Mais faut pas juste mettre la feuille, le truc de la feuille, on part, on lève les mains, puis il n'y a plus rien qui se passe. La feuille, c'est un point de référence. Une fois que ça c'est fait, tu démontres ton impression, tu regardes. Si tes premières couches sont pas assez écrasées, mais là, rapproche ton plateau de ta buse. Essaye de l'écraser un peu plus. Au contraire, si c'est trop écrasé, essaye de venir la redescendre un petit peu. Moi, personnellement, pendant que la première couche imprime, je joue avec mes roulettes d'ajustement pendant que ça l'imprime. C'est comme ça que tu vas apprendre. Okay? Faut que tu essayes, que tu fails, puis que tu réessayes. Mais la plus grosse découverte que j'ai faite dernièrement, parce que je suis en train de faire un masterclass, un cours complet sur les bases de l'impression 3D, puis j'ai fait une découverte qui a vraiment changé ma vision complètement sur l'impression 3D. Je me demandais comment ça m'a pris autant de temps à devenir bon avec l'impression 3D. Ça m'a pris vraiment beaucoup trop longtemps. Ça m'a pris littéralement des années avant de devenir quand même pas pire avec l'impression 3D. C'est parce que j'avais la persévérance, mais j'avais pas le bon système pour que la persévérance soit efficace. Et quand tu as un problème, tu analyses ton problème, essaye de faire une hypothèse pourquoi que tu as ce problème-là. Mais ensuite de ça, il faut apporter un changement avant de réessayer. Le changement, ça peut être de rapprocher ton plateau. Donc, tu vois, ça ne décolle pas, tu checkes ta couche, elle n'est pas tant écrasée. OK, changement, on rapproche le plateau, on réessaye. Une fois qu'on a réessayé, OK, là, c'est trop écrasé. Là, on apporte un changement, on descend le plateau, on réessaye. Mais si tu fais juste faire le truc de la feuille, on démarre, on attend, ça marche pas. Le truc de la feuille, on démarre, on attend, ça marche pas. Mais que tu n'implémentes pas le changement, tu vas juste refaire la même chose en boucle et en boucle et en boucle et en boucle. Je me souviens littéralement, j'ai des flashbacks de moi qui est assis en indien en avant de mon imprimante à juste repartir l'impression, ça colle pas, arrête l'impression, enlève le plastique, repart l'impression, regarde, ça colle pas, arrête l'impression, repart en boucle des dizaines de fois. Je me souviens, j'ai des flashbacks clairs, nets et précis. Je changeais absolument rien, je faisais juste la repartir en me croisant les doigts que quelque chose allait par magie changer puis que la première couche allait coller. Ben non, il faut qu'on fasse des changements, on réessaye, on analyse, changement, réessaye, analyse, changement, réessaye, analyse. À un moment donné, tu vas comprendre qu'est-ce qui se passe puis tu vas devenir bon puis tu vas les coller ces premières couches-là. Donc sur ça fait le tour des questions qu'on a eues. Si vous avez d'autres questions à me poser, je vous conseille fortement de vous abonner à mon Patreon et d'aller sur le serveur Discord privé pour me poser vos questions parce que j'ai comme l'impression qu'il va y avoir une shit tonne de questions qui vont arriver dans les prochains jours puis je ne pourrai pas répondre à tout le monde sur le podcast. Donc si vous voulez être sûr d'avoir votre réponse dans le prochain podcast, allez sur mon Patreon et allez vous abonner au niveau qui va vous donner accès au Discord privé et je vais répondre à tout le monde qui donne leurs questions sur le Discord. Mais c'est juste purement mathématique. Si j'ai 400 questions à répondre, je peux pas toutes les faire. Donc, je vais certainement prioriser les gens qui sont sur le Patreon. Et d'ailleurs, sur le Patreon, on a des vlogs exclusifs, du contenu exclusif. Par exemple, la semaine passée, j'ai posté un vlog où j'ai déballé, j'ai fait un unboxing de toutes les choses d'impression 3D que j'avais, donc toutes mes têtes d'impression, toutes mes pièces de rechange. C'est quand même assez plaisant. Là, je suis en train de travailler sur un vlog sur les organic support de Prusa versus les tree support de Cura. Donc, j'essaie de faire vraiment des vlogs style, montrer le derrière de la scène, comment que je gère mes imprimantes, comment que je gère ma vie de spécialiste en impression 3D, de vous montrer vraiment un envers du décor sans filtre au travers de Patreon. Puis ça, c'est pour vous remercier
de votre merveilleux support. Puis encore une fois, on construit ça ensemble, ce podcast-là. Je vais vous donner de la valeur. Je m'en crisse de faire des vues. Je sais que ce podcast-là fait beaucoup moins de vues que mes vidéos traditionnelles, mais je fais ça pour vous. Donc, si vous appréciez ce nouveau format-là, s'il vous plaît, laissez-moi le savoir. Honnêtement, ça fait vraiment du bien d'entendre vos commentaires positifs et négatifs à propos du podcast. Si vous avez des choses que vous aimeriez qu'on améliore, laissez-moi le savoir. Je veux savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer à propos de ce podcast-là. Laissez-moi savoir c'est quoi que vous voulez dans les prochains podcasts. Si vous avez un projet en tête qui vous semble complètement fou, ben foncez, allez-y à plein nez. Faites des projets qui ont l'air trop compliqués pour votre niveau. Lancez-vous dans des projets qui vous semblent être trop compliqués pour votre niveau de compétence et votre niveau de compétence va juste prendre une coche considérable. C'est comme ça qu'on s'améliore. Continuez de pousser, continuez à innover et bonne impression. Il faut vraiment que je pense à un outro qui fait de l'allure. Clique ici pour n'importe où. Je sais pas où. Clique pour aller voir le podcast de la semaine passée.